émotion, action, détermination, partage. Jena Sport, un autre regard du sport sur votre radio. Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes bien sûr sur Radio Jena, c'est l'heure de Jena Sport. Nous évoquons le 9e jeu de la francophonie. Les compétitions ont lieu en ce moment en Kinshasa. C'est bien sûr en République, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous parlons de la participation du Togo. Professionnalisation du football togolais, le processus est à quel niveau? Question à nos confrères sur ce plateau. Dans la deuxième partie, notre invité, Tometi Kayi, elle est enseignante à l'INJS et également entraîneur de football. Avec elle, on parlera de l'actualité du football féminin, la Coupe du monde de football qui a lieu en ce moment. Nous parlerons du championnat togolais de football. Nous parlerons également des joueuses togolais qui sont un peu partout sur le continent et dans l'Hexagone. Et nous évoquons également l'actualité des éperviers, puisque Tometi Kayi est aussi sélectionneur des éperviers du Togo. Pour en parler, nous sommes en studio avec, comme toujours, des confrères, collègues de Radio Jena. Edwige Bodi-Apedo, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux auditeurs. Pourquoi la mine serrée là? Parce que là, votre mine est... Non, ça va, je suis détendue. Vous êtes fâché contre moi? Non, tout va bien. D'accord. Également sur ce plateau, Eli Eric Modeste, Tico de Radio Jena. Eli, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à Edwige et bonjour à notre invité. Notre invité justement est sur ce plateau. Tometi Kayi, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Jena et bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau. Ah, c'est ma maman. Vous le savez? Et voilà. Élève de Tometi Kayi. Donc, je suis le fils de Tometi. Le premier fils, hein, le premier fils. Voilà, le premier fils. On va parler des Jeux. Edwige Apedo, je sais que vous avez eu la chance de couvrir les Jeux Olympiques qui sont, en tout cas, je me dis, la compétition phare du monde. Mais on parle des Jeux de la francophonie. C'est tous les pays qui ont en partage le français, qui se retrouvent en ce moment à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le Togo était sur ça lundi, mardi, mais pour l'instant, c'est une participation laborieuse pour le Togo. Un peu compliqué. Tout à fait, un peu compliqué. On parle de tous les pays francophones qui se retrouvent en République démocratique du Congo et avec les meilleurs. Souvent, les pays arrivent avec les meilleurs dans les différentes disciplines, puisqu'il y a le sport et la culture, mais ici on parle de sport. Maintenant, quand vous prenez la participation des athlètes togolais, c'est un peu difficile. Je sais qu'au 100 mètres, Medan Nayo il était sorti des séries. Oui, demi-finale. Il était sorti des séries, il a été disqualifié. Voilà, mais qui a faux départ. C'est ce sport. En fait, il est sorti des séries, mais il se qualifie pour les demi-finales, mais sanctionné par un faux départ. C'est un problème réel aussi parce que quand vous travaillez et puis durant des semaines, vous préparez pour une compétition et puis vous atteignez déjà l'étape des demi-finales et malheureusement, vous démarrez sans pour autant, peut-être, je ne sais pas, vous n'avez pas... C'est quelques secondes, en fait. Ça se joue sur quelques secondes et il est disqualifié. Ça veut dire qu'il y a un autre travail à refaire pour le démarrage ou bien le départ, le top départ de nos athlètes sur les épreuves. Cette situation aussi est arrivée à Dabla Fabrice aux Jeux Olympiques de Tokyo où il était sorti, tout le monde l'attendait aussi avec un bon chrono. Malheureusement, lui aussi, là, il a eu un faux départ. Ça veut dire qu'il revient aux entraîneurs, aux spécialistes de revoir les départs de nos athlètes pour éviter ce genre de choses, surtout sur le sprint. Parce que les faux départs se jouent souvent sur le sprint. Et donc, au-delà de ça, il y a d'autres athlètes. Il y a Judith également qui était demi-finaliste, ouais. mais qui Judith n'a pas eu la chance. Demi-finaliste également. Mais quand vous prenez toutes ces performances de nos athlètes, ça veut dire qu'il y a encore du boulot. Parce que lors du championnat, des championnats régionaux ici à Lomé, il y a Judith qui n'a pas pu décrocher des médailles individuelles, mais c'était en équipe.
Mais toutefois, moi, j'ai senti que sa performance aussi a un peu baissé. Donc, il fallait qu'elle travaille pour retrouver son niveau habituel. Maintenant, c'est une continuité. Vous voyez, c'est la même chose qui s'est produite au niveau des Jeux de la francophonie. Mais d'une manière générale, s'il y a de l'amélioration du côté des chronos, c'est aussi bon. C'est aussi bon pour pouvoir participer à d'autres championnats. Lorsqu'on parle des faux départs, d'amélioration, je sais que ça interpelle, Madame Tometikaï en tant qu'enseignante de PS. C'est un travail qui vous revient. Oui, effectivement, quand on est enseignant de PS et qu'on est touche à tout, nous on fait toutes les disciplines au niveau de l'INGS et on opte finalement pour une discipline pour faire une formation spécialisée en ça. Donc en matière d'athlétisme, je m'y connais un peu. Oui, ce problème de faux départ embête les athlètes togolais et il va falloir revoir, être un peu plus rigoureux sur l'aspect là au niveau des entraînements, aussi les préparer mentalement. Des fois c'est un problème psychologique où quand ils ne sont pas aussi concentrés, ils partent un tout petit, c'est des tierces de jeu, et c'est des tierces, c'est même pas une question de secondes, c'est une question de tierces, c'est se lever. Et bon, et puis c'est bon, c'est le règlement. Oui, et le règlement s'impose à eux, c'est un peu dommage. Mais c'est des athlètes. Avant le pistolet. Ouais, avant le pistolet. Quand on est trop concentré aussi, ça pose problème. Oui, ça pose problème. Et ce faux départ a été également constaté sur le 100 mètres haies avec une Burkinabé disqualifiée. C'était la finale avec Naomi Akosiwa Akakpo, la Togolaise qualifiée pour la finale, mais qui finalement a terminé 5e de sa course. Elia Thibault. Alors, Edwige l'a si bien dit, parce que vous êtes au jeu de la francophonie et surtout à quelques jours, puisqu'on va parler des Jeux Olympiques maintenant. Certaines équipes viennent pour préparer leurs athlètes. Pour finaliser. Moins d'un an. Mais on passe en décompte des jours maintenant pour y être beaucoup plus. Donc, c'est ça. Certains viennent avec des équipes pour s'entraîner, pour essayer de voir s'ils peuvent encore améliorer leur chrono par rapport à ces Jeux Olympiques, ou d'autres pour voir si les minima seront atteints. Et donc, du côté togolais, oui, ça permet de voir en fait le décalage entre les jeux, les championnats régionaux qu'il y a eu ici, et puis la confrontation avec d'autres athlètes. Ce qui me reconforte dans mon analyse, lorsqu'on a eu la présence de la Fédération togolaise d'athlétisme ici, que le gouvernement togolais doit faire un effort de pouvoir faire partir certains athlètes qui n'ont plus de concurrents au plan national. Parce que là, quand ils vont, là, on se rend véritablement compte que, écoutez, la concurrence est rude. La concurrence, elle est rude, quoi. Ici, au Togo, je n'ai plus personne, mais à l'extérieur, il y a des gens qui font mieux que nous. Et donc, par rapport à ça, heureusement qu'il s'agit des jeux hautement politiques. Et que c'est l'image du Togo et du chef de l'État qui sont engagés. D'ailleurs, il y était. Et donc, il doit pouvoir se dire, écoutez, moi, mes athlètes ne peuvent pas faire des faux départs. Mes athlètes ne peuvent pas finir 5e lorsqu'ils arrivent en qualification. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Parce que lorsqu'ils arrivent en finale, une personne qui arrive en finale à ces Jeux, c'est que si on travaille avec elle qui finit 5e, c'est qu'on peut viser le podium. Et comment fait-on? Koumedina, si on travaille avec elle, elle peut arriver en finale. Et également, si on travaille avec Nayo, on pouvait arriver en finale. Et donc, si on arrive à prendre 3 ou 4 athlètes par an en charge, je trouve que ça pourrait y aller. Maintenant, au-delà, c'est vrai de la performance, encore, se dit-on, où est-ce qu'on apprend les performances des Togolais? Ces jeux, il y a des Togolais engagés quelque part sur des jeux qui sont assez internationaux. Il n'y a aucune communication à côté. Bravo, ministère des Sports. Moi, bon, c'est je crois quand même qu'il y a 2 confrères qui sont dans la délégation. Il y a un média d'État et puis un média privé, la télévision togolaise et puis Sport FM, qui sont sur ces c'est silencieux. Voilà. Alors, non. Au-delà de ces médias, je pense que le ministère de la communication, des sports, ils ont, quand je vais tous les jours sur Facebook, vous allez voir une photo postée ils ont une photo postée même par Lydie Bessikama parlant d'elle. La communication pourrait se faire à ce niveau-là. À ce niveau parce que ça engage 3 ministères, mais il y a le sport, il y a la culture, et puis il y a la jeunesse. Maintenant, sur le côté sport, ça engage le ministère des Sports. Ce qui est bizarre, quand vous prenez par exemple
les jeunes qui représentent la culture, je peux vous donner des noms. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un travail, des vidéos qui ont été réalisées par le ministère où je vais dire ceux qui compétissent là, parlaient d'eux et tout ça. Maintenant, au niveau du sport où on s'intéresse beaucoup plus au sport, c'est difficile, c'est à nous de demander, soit c'est à la fédération d'athlétisme, on demande c'est quel athlète qui voyage, ou bien au tennis de table, puisqu'il y a aussi le tennis de table qui est représenté par 2 pongistes. Mais qui vous sont voyez, déjà éliminés. Ils sont déjà éliminés également, tennis, mais de toutes les façons, c'est qu'il y a un petit silence autour de ça, mais on pouvait faire un travail en amont pour présenter ces athlètes-là, et maintenant, au fil des épreuves et tout, continuez pas à communiquer sur ces athlètes qui représentent le Togo, quelles que soient les performances. On n'attend pas juste la médaille pour dire telle personne a gagné. Oui, il y a aussi le chrono qui est important. On va se rendre compte, si par exemple médaille il a fait un faux départ, donc il n'est pas comptabilisé en demi-finale, mais lors des séries, il est sorti pour la demi-finale. Le chrono, c'était quoi? Pour comparer avec Il était le premier de sa série. Je sais qu'il était le premier de sa série. Mais avec quel chrono? Pour comparer, en fait, avec les derniers championnats, pour voir est-ce qu'il s'est amélioré au niveau chrono. S'il ne s'est pas amélioré, là aussi, lui et ses encadreurs savent qu'ils ont du travail à faire. C'est ainsi qu'on contribue au développement aussi de l'athlétisme. Au niveau des chronos, justement, Naomi n'a pas pu améliorer son chrono. Elle a fini 5e avec 13 secondes 81. Mais il y a Konou Komi Bernard, le sauteur togolais qui a amélioré son chrono, sa performance. Il a fini 6e, mais il a fait 7,112 m. Il était sur le podium au récent championnat régionaux avec 7,60 m. Maintenant, il est 6e, mais avec un bond de 7,72 m. Madame Tometikaï. Oui, ça fait 12 cm de plus par rapport à la dernière performance. C'est une bonne chose. Bon, quand on va à ce genre de compétition, on vise 2 choses. Battre son minimum et après, maintenant, gagner des médailles. Mais je pense que le problème de minima est plus important parce que c'est ça qui te qualifie pour les compétitions supérieures, les compétitions à venir. Et c'est une bonne chose pour l'athlète en question. Mais tout ce que je dis, c'est que on doit toujours continuer par bosser dur et rentrer dans les compétitions comment l'appelle-t-on de haut niveau? Oui, de haut niveau pour pouvoir tester véritablement les athlètes et booster leur performance. Et sur justement toujours ces jeux, le Togo est encore sur piste, Edwige, 200 mètres, encore Judith Koumedina et puis Nayo Kossi Médard, attendu sur le 200 qui est beaucoup plus accessible à Nayo Médard. Oui, Nayo Médard pour le 200 mètres, je le vois. Une médaille. Voilà. Je le vois beaucoup plus titiller les concurrents qui sont là, même si ils sont au-dessus. Lui aussi, s'il évacue le faux départ. Et le stress. C'est-à-dire que pour pouvoir éviter de faire le faux départ, vous ne devez pas être trop concentré et moins concentré. C'est-à-dire que c'est le juste milieu. Être attentif, mais c'est un travail qui se fait sur le long terme. Et jusqu'à ce qu'il y ait certains, ils ont commencé par des faux départs jusqu'à ce qu'après ils ne se corrigent. On sait que même Bolta a fait des faux départs. Voilà. Donc, même Gatlin a fait des faux départs. Et donc, en fait, ça arrive à tous les athlètes. Mais il faut se préparer et savoir. Maintenant, il faut évacuer aussi quand c'est déjà arrivé. Maintenant, il y a une autre épreuve, c'est le 200 mètres. Je pense qu'il peut titiller ses concurrents. Lui, il a des chances de s'imposer. Au-delà de s'imposer, il a des chances aussi de faire changer un peu son chrono. Maintenant, quand on prend Judith, même si elle sera encore surprise, j'ai un peu de crainte parce que j'ai vu Judith, les performances de Judith ces derniers moments, ce n'est vraiment pas ça. Donc, je pense qu'elle-même doit prendre conscience. Elle peut surprendre, mais elle doit nous surprendre pour que je dise, bon, je suis d'accord qu'elle a pris conscience de ce qui se passe. Elle est beaucoup plus accessible, ou bien ce sont les 100 mètres plutôt qui sont beaucoup plus accessibles. Mais le 200, c'est difficile pour elle. C'est un peu compliqué. Parce que sur le 200, c'est au deuxième 100
qu'il faut mettre de l'énergie. Donc, c'est une stratégie. Mais si vous êtes meilleur en 100, imaginez quand vous ajoutez encore un 100, à un moment donné, vous perdez le contrôle et puis la coach est en train de rire. Oui, c'est un peu comme Bolt est très bon sur le 100, mais il est beaucoup plus performant sur le 200. Voilà. C'est une question de stratégie et de pic. Il y a des athlètes qui commencent doucement et qui atteignent le pic vers 150 mètres et il y en a qui commence très fort et vers la... Qui plonge. Oui, c'est le cas de Judy souvent. Elle commence bien et quand ça arrive vers 150 comme ça, elle plonge. Et puis on plonge. Sur Nayo, je crois que d'abord il faut qu'il fasse passer son faux départ. Et je peux comprendre que sur le 100 mètres, il y ait faux départ parce que vous loupez votre départ au 100 mètres, difficile de vous rattraper. Vous n'êtes quand même pas Usain Bolt. Maintenant, au 200 mètres, oui, on le dit, vous pouvez partir avec quelques tiers en arrière sur les autres, mais vous rattrapez véritablement. Et donc, c'est là où se trouve Nayo, c'est que quand vous regardez véritablement, ces départs ne sont pas véritablement cela. Il n'est pas aussi tonus au départ, mais il arrive à rattraper très vite. Et donc, du coup, il faudrait qu'il évacue son faux départ là et qu'il revienne et qu'il puisse véritablement donner le meilleur de lui-même. Alors, pas forcément, vous êtes les meilleurs au 100 mètres ne sont pas forcément les meilleurs au 200 mètres. Même si Usain Bolt a battu le record au 100, on sait qu'il est plus à l'aise. Même au 100, Usain Bolt, il a un mauvais départ, mais c'est que après 50 mètres, il a toujours un mauvais départ. Bah, voilà. Et donc après, il explose. 30-50 mètres, Usain est toujours derrière. Voilà, encore pour finir avec ce sujet francophonie, on attend encore aussi les sorties de Yoa Bati et surtout de Faiza Issaka. Moi, j'attends plus Faiza Issaka parce qu'elle a progressé depuis quelque temps sur les différentes saisons, sur les différentes compétitions. On a senti qu'elle a vraiment progressé, surtout avec les championnats régionaux. Maintenant, il faut confirmer ce qui a été fait à Lomé devant les compères de la sous-région. Maintenant, c'est la francophonie, les gens de l'extérieur qui sont là, ce n'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest. Il y a Canada, Roumanie, Belgique. Et quand on dit, il y a des sauteurs aussi, donc il faut maintenant qu'elle confirme qu'elle a réellement sa place parmi ces francophiles, je vais dire, qui sont là. Les francophiles. Voilà ce qu'on pourra dire. Le Togo n'est pas à Kinshasa qu'avec le sport. Il y a la littérature, la culture, le conte et tout. On attend quand même justement que le Togo puisse hisser le drapeau du 228. Vous êtes toujours sur Radio Djena. On va évoquer un sujet qui fâche, la professionnalisation. Le processus est à quel niveau? Oui. Elia Tipo, vous avez des informations? On jouera comment en 2023-2024? Donc, je vais dire on attend de voir. Jusque-là, on se perd, on ne sait pas quelle est la formule. Il y avait eu des notes pour demander au club de soumissionner ceux qui veulent prendre part à cette professionnalisation. Il y avait eu un deadline, selon les premières infos. Il y avait qu'un seul club, ASK, qui avait validé beaucoup de points sur les 100. Les résultats sont sortis. Selon c'était nos informations, nous avons nos sources. Concordantes. Voilà, des sources proches parfois du dossier. Voilà. Maintenant, pour le reste... Il y a des gens qui ont eu 0. Il y a des gens qui ont eu 3, 7. Il y a des gens qui n'ont fait qu'envoyer la note. Sur 100. Sur 100. Il y a des gens qui n'ont fait qu'envoyer la note comme quoi ils veulent y participer. C'est-à-dire, vous écrivez au directeur des passeports que je veux un passeport sans fournir le dossier. Vous comprenez. Donc, véritablement, c'est un cafouillage. C'est un cafouillage. La FTF aussi a sorti son chronogramme en disant sous réserve du championnat professionnel. Vous regardez, parfois on écrit L1 ou D1, donc c'est-à-dire eux-mêmes au niveau de la FTF. Ça cafouille aussi. Voilà, maintenant, je crois qu'il faut chercher celui qui porte à tout prix ce projet pour la saison à venir. Vous ne le connaissez pas? C'est le ministère, non? Ah, d'accord. Donc, c'est l'entité. Quand on parle du ministère, c'est qu'on parle du gouvernement. Donc, on va aller chercher pour voir. C'est le gouvernement qui porte un projet qui, apparemment, est au point mort, Edwige Abedo. Non, mais si on se souvient du dernier communiqué du gouvernement après un conseil des ministres, le gouvernement disait qu'ils sont en train d'observer ce qui se fait. Le gouvernement n'a pas dit « je donne mon aval ». Non, le communiqué était clair. En fait, on n'a pas bien lu ce communiqué. En première lecture. C'est-à-dire qu'on est en train de suivre le processus qui est bon pour le développement du football. Maintenant...
Et donc, est-ce que le gouvernement pense que ce n'est pas bon? On est en train de suivre le processus qui est bon pour le développement du football. Mais on je est ne sais pas si vous comprenez. Phase, je peux continuer ou bien je vais vous laisser expliquer? Non, je vous relance. D'accord. Oui. Maintenant, ça veut dire que c'est un bon processus. C'est une bonne chose d'aller vers la professionnalisation. La professionnalisation fait développer une discipline. La professionnalisation amène de l'argent pour la discipline et fait épanouir également les acteurs qui sont dans ce domaine-là. Maintenant, ce qui est un peu compliqué et complexe à faire, c'est le fait d'attaquer un processus lourd dans la précipitation. Et je pense que les premiers dirigeants qui sont devant ce processus, bien sûr, qui tiennent ce projet, ont compris qu'en voulant aller au sprint, ça ne peut pas marcher. Il faut plutôt choisir les courses de fond. Les 10 000 mètres, les 10 000 mètres et tout ça. Le marathon, c'est mieux. Le marathon. Non, les 5 000, c'est déjà fond aussi. Voilà. Il faut choisir les courses de fond, c'est-à-dire aller étape par étape. Parce que les courses de fond, ce sont des stratégies. Vous commencez, vous attaquez, à un moment donné, vous ralentissez jusqu'à ce que vous n'arriviez à destination avec un beau chrono, c'est-à-dire avec un bon résultat. Et donc, je pense que si aujourd'hui, la saison va commencer dans quelques semaines, on va dire. C'est le 17 septembre. C'est le 17 septembre. Est prévu pour être oui, lancé. Mais on ne peut pas aussi... La première division ou la Ligue 1. Oui, mais la FTF a raison en sortant tout ce qui est sorti en disant D1 ou Ligue 1. Parce que la FTF sait qu'il y a un processus qui est en cours. Mais la FTF fait partie quand même. Oui, mais ce que je dis, si tout n'est pas validé, on ne peut pas aller en Ligue 1. Ça veut dire qu'on va cafouiller à un moment donné. Moi, je pense que ils ont compris. On va aller en D1 et on va commencer. Moi, je pense qu'il faut aller en D1 et commencer par appliquer certaines choses de la professionnalisation déjà dans la gestion. Et puis, au fur et à mesure, on intègre les choses comme je parle de stratégie jusqu'à ce qu'on atteigne le résultat positif. Sinon, dans la précipitation, on va ressembler à certaines nations qui ont commencé et qui ont sombré juste après. Est-ce qu'on ne fait pas preuve d'amateurisme notoire dans ce sujet de professionnalisation? Elia Tipo. Écoutez, je crois que même dans la lutte contre le terrorisme au Nord, le chef de l'État ne s'est pas levé et dit je mets en place l'opération Kundwari. C'était une étude. Oui. Et derrière, également, il y a des accompagnements sociaux pour permettre aux populations de cette zone de pouvoir participer de manière efficace à la lutte contre ce terrorisme. Surtout qu'on leur a demandé de ne plus faire des cultures de maïs, de sorgho dans certaines zones. Oui, donc pour permettre à l'ennemi de pouvoir... Donc, mais ça n'a pas... un accompagnement. Il faut un accompagnement. Et du coup, on ne leur demande pas du coup de stopper du jour au lendemain parce que certains avaient déjà planté cela. On fait quoi? Il faut attendre les récoltes. Il faut attendre les récoltes. Il faut y aller progressivement. Parce que ce championnat, dit championnat de professionnalisation, a été annoncé par Feu Chris Daké il y a moins de 2 ans. Que c'était la dernière saison même qu'on jouait comme en amateurisme. Et du coup, nous tous, on a tiqué. Mais dans quel pays, sur un projet, on se lève du coup et on casse? Mais c'est toujours au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et les gens disent, même si l'ancienne corde elle est mauvaise, il y a toujours une ficelle. Il y a une ficelle qui reste quand même en bon état, qu'on peut utiliser pour faire d'autres ficelles. Si tout est brûlé, on fait quoi? Non, rien ne brûle au total, jamais. Parce que CAF, excusez, on connaît que lorsque ça brûle ici, on va trouver au moins un câble. Donc, du coup, il y a quelque chose. Quand le câble électrique brûle, il y a les fils... je ne sais pas comment ils appellent ça. Les fils en cuivre, là, qui restent. Voilà, les fils en cuivre donc, qui restent. Donc, sur ça, on peut construire un autre. Voilà. Du coup, sur ce championnat, moi, je me dis, on peut y aller étape par étape. Et c'est tout ce que la presse disait depuis. Et qu'on nous prenait comme si on était des oiseaux de mauvaise augure, qu'on ne voulait pas de la professionnalisation. Vous avez parlé de la fédération qui est aussi impliquée dedans. Mais disons-nous la vérité, la position de la fédération aussi est claire. La fédération n'est pas pour... C'est quoi la position de la fédération? Pour la fédération, il faut y aller progressivement. Il faut y aller progressivement. C'est dans cette logique que je pense que le projet principal de la fédération a été un peu détourné. C'est-à-dire que la fédération a proposé, et puis c'était nos anciens textes qui n'avaient pas été votés sous Salo Kofi, vous vous souvenez, où Salo Kofi a décidé qu'on soit toujours sur... qu'on sorte le mot professionnalisation de notre texte. C'est-à-dire qu'il y avait
déjà ces G-là, c'est-à-dire ces écrits-là qui étaient là. Maintenant, quand on voulait refaire les choses correctement, il fallait écouter tous les acteurs. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'on voulait qu'on fasse la volonté d'une seule personne, en oubliant que dans le sport, oui, le politique décide en voulant mettre de l'argent, mais les décisions sont politiques. Mais la mise en œuvre doit être sportive. C'est la différence qu'on doit faire en fait. Si on veut par exemple prendre une décision politique, on la prend. Parce qu'on dit d'accord, c'est une volonté politique d'aller vers la professionnalisation. Donc on met les moyens pour ça. Mais pour l'exécution sur le plan sportif, il faut aller vers des décisions sportives. Mais si on veut aller vers des décisions politiques, je dis, on va sombrer. Et le football aussi va sombrer. Et aujourd'hui, ce qui a commencé, c'est d'abord une décision politique, oui, qui est acceptée par tous les acteurs, même nous en tant que journalistes, d'aller vers la professionnalisation parce que ça va soulager tout le monde. Maintenant, l'application aussi, on est en train de mettre la décision politique là-dedans. Il se dit que le ministère se cache depuis un moment par rapport à ce sujet. Ah oui, mais c'est pourquoi je dis, quand on a voulu mettre la mise en œuvre politique, voilà ce qui se passe. Si c'était sportif aujourd'hui, je pense que même la fédération devait aller évoluer même dans le processus. Si c'est la mise en œuvre. Et la fédération aussi a peur peut-être de prendre ses responsabilités. Si mon père dit, c'est ce que je veux faire, je dis quoi? Je suis. Mais si mon père... On peut quand même raisonner le papa. Mais on raisonne le papa, si le papa ne veut pas comprendre à un moment donné, on ralentit. Mais quand le papa se cache à un moment donné, le fils fait quoi? Le fils attend pour voir ce que papa va dire. Ce que je te disais avant, tu n'avais pas compris. Maintenant, c'est comme si tu es en train de comprendre. Donc, si tu comprends mieux, bon, avançons. Et dans ce cas, le fils a fait le plan de la maison, de la construction de la maison. Papa voulait. Si papa veut le carreau, voilà combien on va dépenser. Si papa veut pas carreau, veut qu'on mette simplement, comment on l'appelle, crépissage, voilà ce qu'on va dépenser. C'est ce que la FTF a fait. On attendra forcément à devoir avec l'évolution de mais moi, je pense que petit à petit, on peut mettre en place ce processus, mais en laissant palier par palier. Palier par palier, et puis en laissant les acteurs même concernés, les acteurs qui sont techniques, gérer ce dossier-là. Maintenant, vous accompagnez et vous guidez. Vous dites, voilà l'idée de la... Pour peut-être refermer ce sujet, professionnalisation, on peut peut-être, le Togo peut peut-être démarrer ce championnat-là en prenant, justement, comme vous l'avez dit, certains aspects de la professionnalisation. Oui, c'est ce que je dis. Même si le nom n'est pas... Oui, on dit D1, mais par exemple, pour un club... Vous devez avoir un siège bien digne de ce nom. Vous devez il faut commencer par là. Une équipe féminine, une équipe féminine, une équipe de jeunes. Il faut aussi avoir, par exemple, une administration. On ne va pas aller, par exemple, prendre le team media officer pour l'administrateur. C'est ce qu'on voit souvent, on dit, on veut former les administrateurs, les secrétaires généraux. Vous venez dans la salle de la FTF, vous vous rendez compte que ce sont les journalistes qui sont nombreux parce que ce sont les team media officers. Alors que ce n'est pas ça. Qu'on commence par exécuter la professionnalisation avec ces aspects-là. Chaque staff technique doit avoir ceci. À un moment donné, quand on voulait mettre en place les districts et les ligues, on a demandé que dans les bureaux, dans les bureaux des districts, qu'il y ait arbitres, médecins, c'est-à-dire entraîneurs. Donc ça veut dire qu'on peut le faire aussi parce qu'on sait que demain, on veut aller vers un résultat positif qu'est la professionnalisation, qu'est la Ligue 1. Par exemple, on se dit, quand vous écoutez, la plupart vous disent non, on veut améliorer la condition des acteurs, des joueurs et tout. Mais ok, d'accord. Depuis un certain temps, je crois que avec cette histoire de connaître FIFA, Togo, il y a l'exigence des contrats. Mais c'est déjà une base. Si on veut améliorer les conditions des joueurs, ça reste toujours théorique. Hein, voilà, oui. Mais commençons déjà... Il y a des conflits entre les joueurs et les clubs. Et maintenant, la commission des disciplines tape parfois. Commençons déjà par mettre en place un contrat type. Disons, parce que dans certains pays, lorsque vous signez pour une première fois, on n'accepte pas un contrat d'un an. Peut-être un an plus une autre en option. Mais il faut mettre toujours ça. Il faut commencer peut-être par harmoniser ça. Si tant est que c'est véritablement les conditions des joueurs qu'on veut améliorer. Nous ne demandons pas de mettre les 70 millions. Si l'État veut mettre 70 millions, c'est que depuis des années où ils mettaient 5 millions par club, c'est qu'ils avaient l'argent mais ne voulaient pas donner. Alors passons à 10 millions. Avec 10 millions, on peut exiger peut-être un salaire minimum à 50 000 partout.
Parce que nous vous donnons 10 millions. C'est pas suffisant. Non. 20 millions. Non, c'est l'exemple que je suis en train de vous donner. Je ne dis mais quand pas... même, on peut prendre l'exemple, il faut prendre 20 millions. Donc, parce que 10 millions, c'est toujours au microscope. C'est toujours au microscope. Mais c'est pour cela que je vous dis, si vous veulent donner 10 millions pour 2023, soit 10 millions par club pour 2023-2024, c'est qu'ils avaient ça depuis. Ils peuvent commencer par donner 20 millions. Même ils peuvent donner 20 millions. Et puis, comme ça, on y va petit. La saison prochaine, ils donnent 30 millions, maintenant 40 millions. 20 pour les D2. Et ainsi de suite, en fait. C'est tout un processus. Parce qu'il faut revenir aussi, parce qu'on parle de professionnalisation, c'est de parler d'entreprise de football aussi. Et donc, du coup, il faut retourner voir les députés aussi, pour qu'ils puissent commencer par introduire ça dans nos lois de finances. Parce que ça va impacter sur l'OTR. En décembre. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs choses dont il faut tenir compte. Il ne faudrait pas qu'on fasse comme si c'est le prophète Élie qui est enlevé par un char de feu pour aller au ciel. On aura parlé de ce sujet, professionnalisation du football, apparemment au point mort. Vous êtes sur Radio Djena et nous tombons dans la deuxième partie de cette émission avec l'invité du jour, Tometi Kaï. Madame, bonjour. Bonjour Latif. L'actualité, c'est le mondial féminin de football. Vous le suivez? Oui, sûrement. Je regarde presque tous les matchs, chaque jour. Et en tant que technicienne, c'est quoi votre appréciation de façon globale sur cette Coupe du Monde féminine qui se joue en Australie et en Nouvelle-Zélande? Je dirais d'emblée que c'est une Coupe du Monde un peu spéciale par rapport aux autres Coupes du Monde que j'avais vues. Si je veux faire une analyse, en voyant la Coupe du Monde organisée en France en 2019, je disais que non, c'est la plus belle Coupe du Monde, le niveau est très bon, il y a eu de belles choses, mais cette fois-ci, la Coupe du Monde Australie, Nouvelle-Zélande, je veux dire que c'est ce que les Anglais appellent le high level, c'est du très haut niveau. Quand on prend les ingrédients footballistiques qui animent cette Coupe du Monde, il n'y a pas à comparer par rapport aux autres Coupes du Monde qu'on a vues avant. Le niveau technique, tactique, physique et même mental des filles ont évolué de façon énorme. Et quand on prend le jeu, quand on voit le niveau des bloqueurs défensifs, c'est très haut. Les filles ne défendent plus bas. Elles montent elles laissent 20, 30 mètres derrière et ça court. Quand on prend l'agressivité, l'intensité du jeu et de chaque match, quand on voit un tout petit peu la quantité de duels que les filles sont en train de faire sur chaque match et la beauté, la qualité des buts, je me dis que le football féminin n'a plus rien à envier au football masculin. Et si ça continue, je pense que tactiquement, les femmes sont en train de damer le pignon aux hommes. Et pour ne pas justement discriminer, c'est quelqu'un qui suivait le match, il disait, mais nous vieux le football les qui a parce que ça allait vite, très vite, et surtout, au-delà de l'aspect technique, c'est le côté tactique des filles. Ça suppose que c'est la qualité des entraîneurs qui fait peut-être la différence, madame. Bon, oui et non, parce que là, il y a le génie des joueuses elles-mêmes et après le travail des entraîneurs. Les enfants d'aujourd'hui sont, qu'on veut, ou la génération tête basse là qu'on a, c'est des enfants qui surprennent. Donc, les joueuses montrent aussi des choses qui viennent d'elles-mêmes. Elles créent des actions, des gestes, des combinaisons qui ne sont même pas enseignées à l'entraînement. Donc je dirais que c'est le génie des joueuses et le travail des entraîneurs. C'est les deux choses combinées. Et quand on voit, avant de revenir à madame, on voit certaines nations qui sortent de l'eau, l'Angleterre, on voit peut-être la Jamaïque, on voit l'Allemagne, oui, on se dit, écoutez, il y a des pays qui travaillent. Oui, il y a des pays qui travaillent. Aujourd'hui, le football féminin, excepté peut-être le Togo et certains pays en Afrique, nourrit sa joueuse, nourrit sa femme.
il y a des professionnels aujourd'hui en Europe ou ailleurs, même pas forcément en Amérique du Sud et autres, qui ont des contrats avec les clubs qui sont pratiquement les mêmes contrats que chez les garçons. La preuve, même pour cette Coupe du Monde, lorsque la FIFA a lancé l'appel d'offres pour les télévisions, mais les télévisions font des offres minables, la FIFA a dit si ça n'est ainsi, ils préfèrent ne même pas diffuser cette Coupe du Monde. Mais après, ce sont les médias même qui sont revenus parce que il faut mettre le football féminin à un certain niveau. Et justement, quand vous regardez les pays comme la Jamaïque et consorts, on se dit, mais il y a quoi là-bas? C'est nous qui pensons qu'il n'y a absolument rien. Ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des gens qui ont compris que oui, derrière le football féminin, on peut avoir notre nom. La Jamaïque sait que sur le football masculin, bon voilà, on n'a rien. C'est l'athlétisme qui nous caractérise. On a mis les moyens. Maintenant, on découvre que si nos filles ont le physique, qui peuvent courir, qui ont cette dynamique, alors pourquoi ne pas y aller? L'Angleterre a recommencé. Vous prenez aujourd'hui, avant sur les ligues féminines championnes en Europe, vous n'allez pas trouver des clubs comme Chelsea, Arsenal et autres. Mais maintenant, ça commence par se positionner. À l'époque, on vous parlera de Lyon, de Wolfsburg. Mais aujourd'hui, on vous parle du Real de Madrid, on vous parle de Barcelone. Aujourd'hui, il y a le PSG qui sort. Il y a la Juventus. Donc, aujourd'hui, des joueurs quittent Lyon pour le PSG, alors Lyon pour Barcelone. Or, avant, c'était pas possible. C'est plutôt ces clubs-là qui vont quitter pour aller vers Wolfsburg, vers Lyon et autres. Donc, aujourd'hui, le football féminin ailleurs a totalement pris de l'avant. C'est peut-être la mentalité africaine dans laquelle on se trouve toujours de dire la femme, elle n'est pas capable de faire ce que les hommes font, qu'on se dit que le football féminin n'est rien. Vous avez dit, quelqu'un demandait si c'est les filles qui jouent comme ça. Pour lui, c'est mieux. Moi, j'étais avec quelqu'un qui m'a dit, mais si ces filles-là prennent le Togo, l'équipe nationale du Togo, ils vont battre le Togo avec ce que nous voyons au stade de Kégué. Non, jamais. Quand vous voyez des filles comme Alexandra Pope qui joue, comme l'anglaise James, qui joue, mais écoutez. Mais quand même, ils vont pas battre l'équipe masculine. Non, en fait, parler des éperviers. Mais c'est juste une façon de parler. C'est juste parce que quand vous regardez le rythme qu'elles arrivent à imprimer au match, vous posez la question, ce sont véritablement des filles qui jouent. Ça joue et ça va vite. On sait que la Zambie a joué contre le Togo lors de la CAN dernière et cette Zambie est au mondial. Lorsque vous voyez ça jouer, qu'est-ce que ça vous dit, madame? La Zambie, se prononcer sur la Zambie à la Coupe du Monde, il me laisse sur une position un peu mitigée parce qu'on a vu une équipe de Zambie bien organisée et avec un niveau de jeu assez relevé à la CAN, avec une position de rythme avec de l'intensité, tout, et on voit les matchs amicaux que la Zambie a disputés avant d'aller à la Coupe du Monde. Le dernier match, la Zambie a battu l'Allemagne, qui n'est pas une petite équipe, mais allait sombrer carrément sur 2 matchs avant de relever la tête à la Coupe du Monde. Ça me laisse à croire qu'il y a eu des problèmes et je pense qu'en analysant le jeu, le problème est plus psychologique que parce qu'ils ont eu des soucis avec le sélectionneur. Il y a eu des soucis. Scandale sexuel. L'absence de Chanda aussi a un tout petit peu basculé l'animation du jeu, parce que quand on est leader et qu'on perd une leader comme ça peut agir sur les autres joueuses. Mais heureusement que le 3e match, elle est revenue et elle a marqué 3 buts pour encaisser 1, et c'est déjà une bonne chose. Mais quoi qu'on dise, c'est que le niveau de la Coupe du Monde est tellement sur le relevé qu'on ne peut pas dire que la Zambie n'a pas progressé. Oui. Et par rapport aux Jeux Olympiques, moi j'ai vu encore que le contenu de jeu présenté par la Zambie à la Coupe du Monde a été meilleur. N'empêche, sur les 2 premiers matchs, il y a eu un peu de trac, il y a eu un peu de désordre dans la façon de jouer, mais le 3e match m'a donné raison sur le niveau, la progression de la Zambie. Il n'y a pas eu que la Zambie, il y a le Nigeria qualifié, l'Afrique du Sud qui s'est qualifiée ce matin également, le Maroc est en passe aussi de pouvoir se qualifier. On sait que ce sera compliqué, mais cette équipe-là face à la Colombie, si elle gagne, elle peut passer. L'analyse des autres pays africains. Oui, le Nigeria a confirmé par expérience, parce que ça fait pratiquement
6 ou 7 Coupes du Monde. Oui, où le Nigeria est toujours là. Oui, le Nigeria est toujours là. Et quand on voit le jeu, c'est d'emblée des filles qui ont assez d'expérience de la compétition. Elles ne sont pas aussi pressées, mais progressivement, elles arrivent à asseoir leur jeu, à analyser le jeu de l'adversaire pour pouvoir dérouler leur jeu. Donc, on sent que les Nigérians, pour être des habitués de cette compétition, n'ont plus de peur d'affronter les équipes qui sont sur la compétition. Mais maintenant, l'équipe qui m'émerveille beaucoup, c'est l'Afrique du Sud. C'est une deuxième participation. Mais quand on prend les 3 matchs de l'Afrique du Sud a fait 2 matchs nuls et 1 victoire. Ça veut dire que ça a confirmé la suprématie de l'Afrique du Sud à la CAN. Elles ont perdu un match face à la Suède. Elles ont fait un match nul face à l'Argentine. Et elles ont gagné le 3e match. Ce matin, c'était face à l'Italie. 3-2. Pour se qualifier. Donc, l'Afrique du Sud a progressé dans défaite, match nul et puis victoire. Et ça se sentait quand elles avaient joué 2-2 contre l'Argentine. L'entraîneur affirmait que nous allons nous qualifier, nous allons gagner notre 3e match. 2-0. Oui. Et elles se sont fait rattraper et malheureusement vers la fin du match. Donc je dis que l'Afrique du Sud aussi, c'est une valeur sûre et elle peut aller loin, l'équipe là peut aller loin dans la compétition. Oui. Maintenant, quand on prend le Maroc, on comprend rien pour le premier match. Elles ont été giflées proprement par l'Allemagne. par l'Allemagne. Et bon, mais le deuxième match, elles sont revenues pour gagner 1-0 contre Corée. Et maintenant, 3e match avec la Colombie. La Colombie qui a vraiment qui a battu l'Allemagne et qui a une star là-bas, Caicedo, qui fait vraiment du boucan, qui donne de fil à retordre à la défense. J'ai un peu peur, mais je sais que Renard va trouver les mots, tout comme l'entraîneur français, pour pouvoir motiver, galvaniser les filles à trouver les solutions et les stratégies pour contrecarrer les assauts des Jamaïcaines. Donc, des Colombiennes. Des Colombiennes surtout. Et dans l'ensemble, ce n'est pas mal pour l'Afrique, parce que ça veut dire que toutes les nations africaines présentes à la Coupe du Monde ont gagné au moins un match. Et c'est ce qui est déjà à louer. Ça n'arrive pas avec les hommes. Parfois c'est un seul. Et 2 pays qualifiés sur 4, ça veut dire qu'on a la moyenne. Pour l'instant, on est à 50% et on veut aller à 70 et 80%. Oui, parce que en fait, si le Maroc gagne, c'est que la Colombie ne sera pas éliminée aussi. Il y aura 6 points pour les 3 nations. Et donc, les Marocains peuvent oser, sauf que même si on se fait c'est le goal average. La Colombie, la machine est trop haute. Oui, la Colombie a un autre level par rapport au Maroc qui, depuis quelques années, a compris qu'il faut investir dans le football féminin. Et le résultat est là, une très belle compétition de Coupe d'Afrique des Nations, une qualification à une Coupe du Monde. Certes, elles ont coulé face aux Allemandes, mais on parle des anciennes, des expérimentées, face à de nouvelles joueuses qui viennent de découvrir une compétition. Maintenant, deuxième match, elles se sont relevées pour dire oui, certes, on a perdu face aux Allemandes, mais on a du potentiel et elles ont gagné face à la Corée du Sud. Maintenant, il y a la Colombie à défier. Ça serait difficile face aux Colombiennes parce que physiquement, elles tiennent. C'est là où ça peut se jouer, même si quand on prend le Maroc, le jeu du Maroc, c'est beaucoup plus tactique. Et si elles misent sur ça, elles peuvent réussir. Donc moi, je me dis, même si le Maroc ne parvient pas à décrocher ce ticket, c'est déjà une belle participation pour les Marocaines. Mais d'une manière générale, cette Coupe du Monde est vraiment intéressante. La Coupe du Monde est vraiment intéressante parce que
On voit des équipes comme la Jamaïque tenir tête à d'autres. On voit des équipes comme l'Irlande jouer match nul face aux grands du continent africain. Je vais parler du Nigeria. On voit des équipes qui sortent en fait du lot et on se dit les Philippines, le Canada ne voit rien. Le Canada ne voit rien dans cette compétition. Alors qu'avant, quand on disait Coupe du Monde, le Canada aussi était là. Champion en titre. Oui, ne voit rien dans la compétition. Ça veut dire que le niveau est autre. Et nous devons travailler aussi pour arriver à ce level. Parce qu'on a des pays comme le Vietnam qui sont là. Et ça joue très bien un peu partout. Je sais que ça doit être un soulagement, madame, de constater qu'au Togo, ça joue aussi. Le championnat a repris. Oui, le championnat a repris et tout... Comme la Coupe du Monde, le niveau du championnat togolais aussi a changé. Quand je circule un peu partout pour regarder le match des filles, il y a une bonne occupation du terrain. On sent que tactiquement, les filles ont commencé par aller de l'avant. Il y a quelques améliorations sur le plan technique et individuel au niveau des filles, et c'est un championnat que je peux dire qui a changé par rapport au championnat passé. Donc les filles et les équipes ont envie de faire mieux et d'aller vers l'avant. Et quelle équipe vous accroche particulièrement pour l'instant dans ce championnat? J'ai vu un peu Yesamou qui fait de belles choses, même si le score, les résultats ne suivent pas, mais quand on prend, c'est des jeunes. C'est des jeunes. On a rajeuni énormément les équipes. Et un peu au nord, il y a New Star qui est en train de faire aussi un très bon jeu. Mais maintenant, est-ce qu'elles sont toutes des Togolaises? C'est la question. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont arrivés dans notre championnat et qui tirent nos joueuses vers le haut, sûrement. Mais est-ce que ça peut profiter à la sélection? C'est ça un peu le Votre souci. préoccupation majeure, c'est bien cela. On a vu au-delà de ce que madame a vu, Edwige Apedo, on a vu des équipes comme Aré qui bat Atleta, qui tient tête à Amis du Monde. Ouais. On a vu également Tempête qui également a fait match nul contre Atleta également dans la zone sud. Oui, en fait, ce sont des équipes. Quand on prend Tempête par exemple, il y a 2 ou 3 saisons, Tempête était arrivée avec des gamines en fait. Quand vous les voyez, vous dites, elles étaient toutes petites. Vous disiez, mais attendez, vous faites jouer des petites face à des mamans, mais aujourd'hui on se rend compte qu'elles ont grandi et elles ont gagné en expérience. Ce qui fait que quand vous prenez par exemple Atleta a eu plusieurs joueuses qui ont raccroché. Atleta n'a pas préparé la relève. Atleta n'a pas préparé ça. Contrairement à Amis du Monde qui a compris qu'il fallait préparer certaines joueuses avant de chercher s'il y a de meilleurs ailleurs pour en rajouter. C'est-à-dire avec l'académie. Non, avec l'académie. Sous feu Bloc-Bord, il a pensé à ça et puis au niveau de l'académie, il y avait des toutes petites, des catégories, ce qui fait qu'aujourd'hui, elles aussi, elles ont grandi. Elles peuvent étoffer Amis du Monde. Ça fait que Amis du Monde n'a pas trop de soucis par rapport aux joueuses, contrairement à Atleta. Elle a ses joueuses, Amis du Monde a des joueuses en U20. En U20, voilà. Donc ça fait que... Et des joueuses même prêtées aux autres clubs. Ça veut dire que Amis du Monde n'a pas de soucis par rapport aux joueuses. Si Amis du Monde doit acheter ou bien prêter des joueuses, c'est peut-être à des postes pour dire on a besoin d'expérience par rapport peut-être à certaines compétitions comme les éliminatoires de la Ligue des Champions, les qualificatifs. Donc, mais Atleta n'a pas eu à faire ça. Ce qui fait que Tempête, en travaillant avec des toutes petites, a grandi, a gagné en expérience et maintenant vient battre une équipe qui n'est plus apte. Maintenant, quand vous prenez Aré aussi, ça a commencé avec un travail de base. A battu presque Amis du Monde. Presque, parce que c'était sur le fil en fait. Elles ont eu chaud. Elles ont eu chaud en fait face à Aré. Donc ce qui fait que moi, le championnat est intéressant quand c'est comme ça. Quand
le championnat, on dit c'est combien ils ont joué, on connaît déjà le score, c'est pas trop intéressant, le niveau. Et puis les équipes qui gagnent toujours ne se remettent pas en question. C'est ce qui est arrivé à Atleta. C'est-à-dire que quand vous gagnez, vous ne vous remettez pas en question, vous ne vous préparez pas pour l'avenir, alors que les autres que vous battiez 6-0, 7-0, sont en train de se remettre en question et de corriger les erreurs. Jusqu'à ce que vous ne vous réveillez, bon, elles deviennent de grandes footballeuses. Donc, mais je pense que ça pourra, cette situation, bien, ces duels qu'on est en train de voir, arrange la sélection. Mais maintenant, combien sont de nationalité togolaise? Il faut aussi faire ce travail parce que... Mais il faut quand même, ce n'est pas un championnat pour les Togolais seulement. Oui, parce que quand on prend New Star, Tchamba, c'est pas loin du Bénin. Maintenant, quand vous prenez par exemple Djabir, ce n'est pas loin du Ghana. Donc, parfois, on fait appel... Quand vous prenez Amis du Monde et Tempête, ce n'est pas loin aussi du Ghana. La frontière est juste à côté. C'est comme Maranatha. Maranatha commence mal toujours les championnats. Après, quand on renforce, c'est bon. Donc, ça veut dire que c'est aussi à ce niveau qu'il faut voir. Maintenant, amener les encadreurs à travailler aussi beaucoup plus avec celles qui ont la nationalité togolaise. Ne pas trop se dire, on a besoin de gagner dans le championnat, mais travailler dès la base et puis pour pouvoir avoir des joueuses au niveau des différentes sélections. Le format de ce championnat, vous avez été joueuse, vous êtes entraîneur aujourd'hui. Quand on joue mercredi, samedi, dimanche avec les filles, qu'est-ce que ça peut donner, Madame Tometi? C'est bon. Ensuite, le problème se pose parce qu'il y a beaucoup plus d'équipes qu'au nord. Ouais. Donc, il fallait trouver la solution. Et la solution, c'est faire un match de plus en semaine que l'autre côté. En fait, c'est juste pour régler le déséquilibre qui est là. Bon, maintenant, ça a deux revers. Quelque part, quand les filles sont en jambes physiquement, ça les avantage. Parce qu'on voit en Angleterre, il y a les Anglais jouent 3 fois en semaine. Et quand ils sortent, c'est ça qui fait que quand les équipes anglaises croisent les autres pays, là, ça les date. Alors qu'en France, ça joue une seule fois en semaine, ça, le niveau n'est pas là. Mais l'autre problème, c'est quand les équipes ne sont pas bien préparées, là, physiologiquement, les filles vont avoir des soucis. Donc, moi, pour le fait qu'elles jouent 2 fois en semaine, ça les prépare physiquement pour moi. Quand je vais les copter tous bientôt pour vous n'allez plus travailler l'aspect physique. La sélection, ça va me faire du bien. Mais il faut qu'elle soit apte physiologiquement. Moi, je pense que ce système est bon pour préparer, parce qu'aujourd'hui, on a un problème quand on sort. Quand vous voyez les joueuses togolaises sortir, elles ont un problème sur le plan physique. Parce qu'on ne joue qu'une seule fois et le championnat n'est pas long aussi. Ce qui fait que juste après, on est là à la maison pour un long moment avant de reprendre encore avec le football. C'est bien. Maintenant, l'autre problème, c'est que... est-ce que les... C'est bien de jouer 1 mois et demi, c'est ça? Non, 2 fois dans la semaine. Ah, d'accord. Je pas de 2 fois. 1 mois et demi, ce n'est pas bien. Finalement, jouer 1 mois et demi. Un mois et demi, ce n'est pas trop bien. Mais bon, on fait avec. Maintenant, moi, là où j'ai des problèmes, c'est par rapport... Est-ce que les équipes ont les effectifs pour? C'est ça aussi le problème. Les équipes qui n'ont pas les effectifs pour vont se fatiguer très rapidement. Ça va faire qu'on aura beaucoup de blessures. Parce que les mêmes joueuses... Tu joues un match mercredi, tu joues un match de samedi, ça veut dire qu'il faut avoir de bons préparateurs, de bons récupérateurs, des séances de récupération professionnelles, parce qu'on est en train de parler aussi de professionnalisme. Il faut en arriver au niveau du football féminin. Il faut avoir un staff technique bien aguerri et qui peut, après un match, récupérer les joueuses très rapidement, les ramener sur la scène. Maintenant, moi, le déséquilibre, c'est au niveau du Nord. Parce que le Sud est en train de jouer 2 matchs, le Nord ne joue pas. Non, ils ont réglé le problème déjà. C'est bon maintenant. Avant, c'était pas ça. 6e journée au Sud, 4e journée au Nord. Maintenant, c'est réglé. Bon, si c'est réglé, c'est bon. L'équilibre est là maintenant. Sinon, au début, il n'y avait pas l'équilibre. C'est pour éviter que la zone Nord finisse avant la zone. Moi, je ne parlais même pas du fait de finir. Moi, je parlais du niveau.
Parce que si par exemple l'équilibre n'était pas réglé, c'est que les filles du Sud seront plus en forme que les filles du Nord. Maintenant, et quand il y aura les playoffs, il y aura un souci. Mais si c'est réglé, c'est bon. D'accord. Alors, madame, l'autre constat, c'est que ça fait plusieurs joueuses togolaises qui sont un peu partout dans les pays, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit dans l'Hexagone. Qu'est-ce qui explique cela? C'est parce qu'elles jouent bien ou c'est parce que les agents de joueurs sont bons? C'est deux choses complémentaires. Avant que l'agent de joueur ne manège de la joueuse, il faut que la joueuse joue bien. Donc, je pense que c'est le niveau des filles qui a augmenté énormément et que aussi les agents font un bon casting. Et avant, les agents de joueurs ne s'intéressaient pas aux filles au Togo. Mais avec la participation d'abord à l'UFOA, les deux UFOA que la fédération a donné à l'équipe nationale féminine et la qualification du Togo pour la CAN a changé complètement l'image des footballeuses togolaises au niveau des agents de joueurs et ils s'y mettent. Donc je dis que c'est les deux éléments, et la qualité des joueuses et le travail, le management des agents qui font que les filles sont à l'étranger. On ne vend que de bons produits. Quand ce n'est pas bon, on ne peut pas le vendre. Mais pour vendre aussi, il faut faire beaucoup de marketing autour. Donc, c'est complémentaire. Est-ce qu'on peut aussi parler donc des formateurs qui font un bon travail? Oui, pour le niveau des joueuses, c'est par rapport aux séances d'entraînement et aux compétitions et qu'elles participent. Donc, c'est une chaîne, en fait. C'est un travail à tous les niveaux. Il y a les entraîneurs qui travaillent, il y a l'administration qui est là pour organiser et les équipes, il y a la fédération qui est là pour organiser des compétitions et il y a le ministère qui est là pour financer comment l'appelle-t-on, les compétitions internationales. Oui. Et c'est la chaîne qui est en train de travailler pour pouvoir mettre les filles sur l'échiquier international. Et si les filles sont bien, c'est bon également pour la sélection. On sait que vous êtes également sélectionneur des éperviers. Aujourd'hui, c'est quoi votre actualité? L'actualité, c'est la préparation des éliminatoires de la CAN 2024. Donc, actuellement, les filles sont en championnat. Nous sommes en train de circuler pour pouvoir prendre les bons produits et faire un stage bientôt pour préparer l'événement ou la compétition qui aura lieu sûrement en septembre. Qui commence en septembre avec Djibouti et après contre Côte d'Ivoire ou Tanzanie. Oui, ce sera toujours les deux tours. Oui. C'est ça. Oui, ça. Je sais que c'est un oui qui peut venir. Quand il y a un, il faut deux. Oui, non. Oui, on a pris goût, oui. Et on veut vraiment retourner. C'est notre souhait le plus ardent. Et actuellement, le staff est en train d'améliorer son projet de jeu. On fait des réunions, de mettre des stratégies en place pour que dès que les filles arrivent en stage, qu'on puisse leur donner le meilleur de nous-mêmes, qu'on puisse changer notre manière de jouer, parce que quand on voit le niveau de la Coupe du Monde, on sait que ce qui nous attend au niveau des éliminatoires ne sera pas facile et il faut aussi changer de façon de jouer. Il faut remettre de nouvelles pièces pour combler là où il y avait de failles avant pour pouvoir faire un bon job. Et c'est quoi ce message-là pour justement le football féminin et puis peut-être pour les décideurs? Pour le message, c'est que nous devons nous mettre ensemble pour que le Togo se qualifie de nouveau pour
pour la CAN. Et ce travail-là, c'est un travail d'équipe. Tous les acteurs du football doivent contribuer à ce que les éperviers dames fassent 2 sur 2. Moi, j'ai une question. Quand on est entraîneur, mais on est connu sur le plan local, et à un moment donné, on conduit une équipe à une coupe d'Afrique des Nations, qu'est-ce que cette participation a apporté à vous, particulièrement dans votre parcours d'entraîneur de football? Peut-être dans votre vie. Le fait d'avoir conduit une équipe à une Coupe du Monde, qu'est-ce que ça a apporté comme à une Coupe du Monde, ça va arriver. Ça va arriver à une CAN. Qu'est-ce que ça a D'abord, apporté? c'est une fierté d'avoir écrit une page de l'histoire du football féminin au Togo. Et quand l'équipe s'est qualifiée, ça a changé et carrément à mon côté au niveau des entraîneurs de football féminin. On était rares, on était 3 femmes sur 12 entraîneurs. Et ça a changé mon image et sur le plan national et international. Et ça a attiré beaucoup plus l'attention des structures qui organisent les événements footballistiques sur ma petite personne. Et je pense que ça m'a apporté beaucoup de bien. Et ce qui fait que chaque jour que Dieu fait, je continue toujours par faire des recherches pour améliorer mes connaissances footballistiques, ma compétence et mon aptitude pour faire mieux, pour aller de mieux en mieux. D'accord. Voilà, oui, Elie voulait peut-être non, quelque chose. Non, je crois que, oui, quoi qu'on dise, c'est la première dame à avoir écrit une belle page de l'histoire du football féminin. C'est comme celle de l'Afrique du Sud, ce qu'elle a eu à faire avec. Ce n'était pas évident dans les conditions où on jouait ces éliminatoires. D'abord, sur cette manche allée où elle avait perdu sa meilleure buteuse, Mafi, suspendue. C'était difficile, même si on avait battu le Gabon ici à Lomé, le match retour, même si on n'y était pas, on avait bien peur. Mais aujourd'hui, on est là. Et je trouve que désormais, il va falloir compter avec les équipes féminines. Si les hommes n'arrivent pas à nous faire vibrer pour aller à l'ICAN, mais donnons la chance, cet argent aux femmes. Voilà. Peut-être en 2024, elles iront encore. Oui, peut-être en 2024, elles iront. Mais moi, je pense que hommes à la télé. On va accompagner les femmes pour y aller. Je pense que ce système de professionnalisation, normalement, devait commencer par le football féminin parce que le football féminin va apporter beaucoup de performances, de réalisations. Ce n'est pas une femme qui parle. Vous n'avez rien fait, on vous a tout donné. Vous n'avez rien fait. Les hommes. Donc, on aura le temps. Oui. Mais en fait, quand on dit femme, ce n'est pas dit c'est une femme qui parle, non. Mais c'est que quand vous donnez le minimum à la femme, elle réussit à transformer cela en grand. Et donc, à un moment donné, si les hommes ne veulent rien faire avec les 500 000 que vous recevez pour les primes de campement, qu'on reverse ces 500 000 comme primes de campement aux éperviers aussi, dames, pour leur campement. On aura le temps de revoir Tometi sur ce plateau dans la peau de sélectionneur. Voilà, parce que voilà, elle était ici dans la peau d'entraîneur de c'est la généralité. Le chapitre va venir. La généraliste. Voilà, on aura le temps de la voir. Mais elle a traumatisé les gens au lycée moderne de Sokodé, hein? Non, elle était bien parce que c'était. Je n'ai pas dit elle n'était pas bien, elle a traumatisé les gens. Elle était rigoureuse. Elle était rigoureuse. Oui. Quand elle est arrivée, elle a remobilisé l'équipe de football. Voilà. Quand il y avait match, les gens savaient que si tu ne fais pas bien, c'est que c'est autre chose. Donc, et elle était entraîneur du lycée moderne de Sokodé. Voilà. Quand vous discutez avec les gens de là, on vous dit, elle a laissé sa marque. Donc moi, je dis chapeau. Je me souviens de cette finale, lycée moderne de Sokodé, lycée technique de Sokodé, Kirobi. Ça a été chaud. Voilà. On va devoir s'arrêter là. Merci à Elie, merci à Dieu, merci à vous, madame Tometi Kaï. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, je vous en prie, c'est un plaisir et je reviendrai volontiers sur ce plateau. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se prend rendez-vous le mercredi prochain, mais comme d'habitude, n'oubliez pas le rendez-vous, le Mag des Sports de vendredi. À la prochaine.